aura pas de développement ou d'épanouissement si on reste dans un environnement où il n'y a que des hommes ou dans un environnement où il n'y a rien que des femmes. Donc c'est forcément les hommes et les femmes ensemble qui pourront aider à aller de l'avant. On parlera des mécanismes de détection du harcèlement en milieu du travail, spécifiquement dans les médias, également de ce que la loi dit en la matière, les dispositions juridiques et tout ça, comment la loi nous protège face à ces violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel en particulier. Je pars toujours du principe que l'homme et la femme sont égaux. Article 26 de la Constitution béninoise. Il n'est pas normal que dans la tête de la femme, elle se sente limitée ou qu'elle se limite à travers le comportement déviant ou les comportements déviants de nous, les hommes. C'est pourquoi faire des médias des espaces d'épanouissement de la femme me paraît assez important, assez pertinent pour que vous, les professionnels des médias, sexe féminin du septentrion, à l'instar de vos sœurs, de vos aînés, de vos consoeurs de la partie méridionale du Bénin, du pays, que vous bénéficiez aussi de cette formation.
c'est l'extérieur. Quand tu entends coup d'État, changement de constitution, ce sont eux qui nous donnent ce tort. Allez-y fouiller dans le coup d'État qui se passe au Niger. Ils l'ont fait et quelquefois ça retombe sur eux. C'est ça la vérité. C'est que le temps de Dieu est arrivé pour que l'Afrique se libère de la domination étrangère et de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Le Niger, c'est un pays frère. Et oui, beaucoup accusent le chef de l'État pour avoir déclaré publiquement qu'il faut faire partie les autres. S'ils ne veulent pas, on les fera partir avec force. C'était une erreur d'appréciation. Mais c'est le chef de l'État. On vous l'a dit ça, c'était sur le chaud. Peut-être qu'il n'a consulté ni les militaires, ni le peuple, ni, comment vous appelez, l'Assemblée nationale. Donc, moi je considère que ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont pris leurs décisions sans l'avis de leur peuple ou de leur... Mais cela ne va pas laisser qu'on condamne. Tout problème a des solutions. Et la solution, c'est de passer par la voie de la réconciliation, de la compréhension. Le recours à la force ne règle rien. On va casser tout ce qu'on a. Qui vous a dit que les gens ne veulent pas finir avec la CEDEAO ou l'Afrique de l'Ouest? Parce que si la guerre commence aujourd'hui au Niger, vous savez là où les balles, où les avions vont envoyer leurs missiles, ça peut nous toucher. Surtout le Bénin qui est trop proche du Niger. Et les relations avec le Niger et le Bénin, ça ne devait pas se passer. Ça ne devait pas se passer. Mais je suis désolé, le chef, ils l'ont poussé. Après, il a compris. Je suis parmi les gens qui ont dit ne pars pas au Niger pour n'importe quel quoi que tu t'en vas réconcilier. Ils t'ont déjà classé. Parce que, en voulant nuire à autrui, on nuit à soi-même. C'est la fermeture de la frontière du Bénin et du Niger. Ce n'est pas seulement les Nigériens qui souffrent. C'est le jeu de chat à chaton. Personne ne va aller faire la guerre au Niger. Tout le monde parle. La guerre, c'est facile. Je vous demande, la CEDEAO avait déjà formé un camp d'intervention rapide? Non! La population béninoise fait face depuis quelques jours à une augmentation du prix du gaz domestique. Il s'avère que certains des distributeurs de gaz ont augmenté de façon illicite le prix du gaz sur le marché. Par un communiqué en date du vendredi 25 août 2023, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadiya Assouman, rassure les populations qu'aucune augmentation n'a été faite sur le prix du gaz domestique. Le prix demeure tel que fixé par la structure de prix des produits pétroliers. Le prix officiel de recharge de la petite bouteille de gaz de 6 kg est de 4 770 francs CFA. La grosse bouteille, celle de 12,5 kg, est rechargée à 9 935,5 francs CFA. La ministre de l'Industrie et du Commerce invite la population béninoise à faire recours au numéro 113 pour procéder aux dénonciations. Par ailleurs, elle prévient les opérateurs économiques qui augmentent délibérément le prix du gaz sur le marché de s'abstenir de cette attitude sous peine de subir une punition conformément aux tests en vigueur.
Dans un communiqué en date du 21 août 2023, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, alerte les populations sur le danger que représente la montée des eaux des cours d'eau suite aux précipitations qu'enregistre le pays depuis quelques jours. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale de notre pays enregistrent la montée des eaux dans les bassins des fleuves et occasionnent des inondations dans plusieurs communes. Les services de prévision annoncent pour la commune de Zayanado une alerte rouge et pour les communes de Karimaman et de Malanville une alerte orange. Ces prévisions peuvent évoluer très rapidement au rouge et concerner d'autres communes. Malgré les sensibilisations et les mesures prises par l'Agence nationale de protection civile, les autorités préfectorales et communales, certains citoyens continuent de faire preuve d'imprudence en adoptant des comportements à risque. Pour éviter que ces comportements n'alourdissent les dégâts de ces inondations, le ministre rappelle aux populations d'observer les consignes ci-après. Respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pères éducateurs et secouristes, notamment les mesures d'évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d'accueil plutôt que sur les sites d'accueil. Suivre régulièrement des émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes. Éviter la traversée des cours d'eau, les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées en violation de la réglementation sur le transport fluvial. Éviter de se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire des besoins. Éviter de se servir des eaux contaminées comme eau de boisson, de vivre dans les maisons menaçant ruine, dans les maisons susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés. Appelez en cas de nécessité le 166 pour recevoir de l'aide ou dénoncer les comportements à risque. Au Nigeria ce lundi, le ministre des Finances Olawale Edun a déclaré vouloir concentrer ses efforts à encourager les investissements plutôt que de recourir à l'emprunt dans le but de créer des emplois. Le ministre des Finances a réitéré la volonté de l'administration dirigée par le président Bola Tinubu de sortir l'économie de la torpeur dans laquelle elle a été plongée au fil du temps. Le nouveau gouvernement tente de trouver une solution à une croissance en berne, une inflation à 2 chiffres et un lourd fardeau d'endettement. La ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Doris Uzoka-Anite, a de son côté déclaré que des offres d'investissement se présentaient déjà dans différents secteurs de l'économie, notamment le pétrole, le gaz, la santé, les minerais solides et l'agriculture. Lors de son investiture en mai, Tinubu a promis de développer l'économie d'au moins 6% par an, de lever les obstacles à l'investissement et de créer des emplois, tout en s'attaquant à l'insécurité galopante. Craignant de se voir chassé du Niger, un de ses derniers partenaires au Sahel après la rupture avec le Mali et le Burkina Faso, Emmanuel Macron a lundi condamné les militaires arrivés au pouvoir depuis le 26 juillet dernier et qui retiennent prisonnier le président renversé Mohamed Bazoum. Le président français a réitéré son soutien à toute action envisagée par la CEDEAO. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Emmanuel Macron a égratigné au passage Washington et certaines capitales européennes, dont Berlin et Rome, qui privilégient la diplomatie dans la crise nigérienne, quand la France se dit prête à soutenir une solution militaire de la CEDEAO. En attendant, Paris a suspendu son aide au développement et sa coopération militaire, sans pour autant dénoncer les accords de défense existants avec le Niger. Au Gabon, l'attente des résultats est toujours en cours depuis les élections générales du samedi 26 août. Le président sortant Ali Bongo Ondimba brigue un 3e mandat face à une dizaine de candidats dont son principal opposant Albert Ondo Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée la plus grande partie de l'opposition sous l'appellation d'alternance 2023.
Quelques 850 000 Gabonais étaient appelés aux urnes pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Ces élections se sont déroulées en l'absence d'observateurs internationaux africains comme européens et les médias étrangers se sont vus refuser leur accréditation pour couvrir le scrutin. Le gouvernement gabonais a par ailleurs coupé tout accès Internet dès la fin de la journée de vote et instauré un couvre-feu en invoquant des risques de violence. Le centre gabonais des élections a refusé de donner des indications sur l'état d'avancement du dépouillement et sur la date et l'heure prévue pour la proclamation des résultats officiels. De son côté, le parti présidentiel s'est félicité du bon déroulement des scrutins. Au Zimbabwe, les observateurs de l'Union européenne, de la SADC et des pays du Commonwealth ont unanimement mis en doute le bon déroulé des élections présidentielles et législatives. Selon eux, le scrutin a été marqué par d'importants dysfonctionnements. En fin de compte, les élections n'ont pas respecté de nombreuses normes régionales et internationales, notamment les principes clés d'égalité, d'universalité, de transparence et de responsabilité. Les élections ont également été entravées par des problèmes importants concernant l'indépendance et la transparence de la commission électorale du Zimbabwe. La ZEC a manqué des occasions de renforcer la confiance du public dans l'intégrité du vote. Par ailleurs, la police a annoncé jeudi l'arrestation de 41 observateurs locaux des élections. Cependant, les observateurs internationaux ont noté que le vote s'est malgré tout déroulé dans un contexte calme et pacifique. Le président Emmerson Mnangagwa a déclaré la victoire certaine et de son côté, l'opposition a assuré être en tête de l'élection présidentielle. À ce stade, aucune date n'a encore été annoncée, mais les résultats doivent être publiés dans les 5 jours suivant le scrutin. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré lundi à Port-Soudan quelques membres du gouvernement de transition pour la première fois depuis le début du conflit. Au cours de cette réunion, le ministre soudanais de l'information a salué la progression des forces armées. L'effort déployé dans les différents secteurs productifs, qu'il s'agisse du secteur agricole ou minier, doit être préservé et doublé en production pour le bénéfice de tous les Soudanais. J'ai affirmé à la fin de la réunion que la rébellion des forces de soutien rapide est en déclin et que la victoire est très proche. Le général Abdel Fattah al-Burhan a lui appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires, refusant les discussions après plus de 4 mois de guerre sanglante. Alors que dimanche sur X, le général Daglo avait proposé un plan intitulé « Renaissance du Soudan, vision pour un nouvel État ». Le général Abdel Fattah al-Burhan est arrivé dimanche à Port-Soudan, l'unique ville du pays à disposer d'un port et d'un aéroport encore fonctionnels. Alors que l'aéroport de Khartoum a été bombardé dès le premier jour du conflit, celui de Port-Soudan reçoit les avions d'aide humanitaire. De plus, des compagnies privées y opèrent des voyages de et vers le Soudan. Le chef de l'armée soudanaise en guerre depuis plus de 4 mois contre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo était retranché au quartier général de l'armée à Khartoum. Il est apparu jeudi dernier pour la première fois dans la banlieue nord de Khartoum, puis à Atbara, à 300 km au nord-est de la capitale, passant en revue les troupes. À Port-Soudan, al-Burhan a rencontré son numéro 2, Malik Agar, et d'autres représentants du gouvernement qui ont transféré leurs opérations dans cette ville. Pendant ce temps, les combats, eux, se poursuivent. Des habitants ont fait état de raids aériens sur la capitale Khartoum dimanche. Le premier ministre libyen Abdelhamid Bedda s'est rendu lundi à l'ambassade de la Palestine dans la capitale Tripoli pour exprimer le soutien libyen à la cause palestinienne après avoir suspendu puis limogé Najla Al-Mangouche, la ministre des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie libyenne a été démise de ses fonctions pour avoir rencontré récemment son homologue israélien en Italie, une entrevue interdite par les lois libyennes. La Libye ne reconnaît pas Israël et s'oppose à toute normalisation avec ce pays.
L'ambassadeur palestinien a salué le limogeage de Mangouche et pourtant, selon des informations rendues publiques par plusieurs spécialistes du pays, le Premier ministre aurait en réalité donné son accord à l'entretien avec le ministre israélien. Le sort de l'ex-chef de la diplomatie était inconnu lundi. Selon l'agence de presse turque Anadolu citant des sources de sécurité anonymes, un avion gouvernemental libyen l'aurait conduite de Tripoli à Istanbul dans la nuit. En Égypte, le Courant libre, une coalition de partis d'opposition, a dénoncé lundi la détention de Hicham Kassim, l'un de ses dirigeants poursuivi pour diffamation par un ancien ministre et pour outrage à des policiers. Journaliste indépendant et défenseur des droits humains, Hicham Kassim a été convoqué par la justice le 20 août dernier et placé en détention provisoire. Le fait de ne pas libérer M. Hicham Kassim indique clairement que la porte a été fermée à toute entente avec la plus saine opposition politique du pays qui fonctionne conformément à la Constitution et à la loi et qu'il n'y a plus de place pour permettre aux partis d'opposition de s'exprimer. Ces défenseurs tentent depuis 4 jours de voir son dossier avant son audience du 2 septembre prochain. Pour Gamila Ismail, chef du parti Doustour, Hicham Kassim dérangeait le régime. La question, bien sûr, est une question politique. Et Hicham Kassim a été ciblé parce qu'il est le chef du parti du Courant libre. Et le parti a été ciblé à travers lui. Hicham Kassim avait récemment émis des opinions critiques sur les politiques économiques, en particulier sur les politiques économiques concernant l'armée. Les cadres du Courant libre ont évoqué la possibilité de geler leurs activités et de boycotter la présidentielle prévue en 2024, ou le dialogue national lancé par les autorités si Hicham Kassim était maintenu en détention. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le dirigeant chinois Xi Jinping ont coprésidé une table ronde Chine-Afrique à Johannesburg jeudi en marge du sommet des BRICS. À la suite de consultations amicales, la déclaration conjointe a rassemblé notre sagesse et reflété notre consensus sur les questions internationales et régionales. Elle reflète notre soutien ferme à l'intégration africaine et fera entendre à la communauté internationale une voix forte en faveur de la solidarité et de la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine des affaires internationales et de la justice. Le dirigeant chinois a assuré que la Chine s'engagera dans différentes initiatives visant à soutenir l'intégration africaine. Nous sommes convaincus qu'une intégration africaine solide et la modernisation de la Chine et de l'Afrique fourniront de nouveaux moteurs à la croissance économique mondiale et apporteront une énergie positive à l'équité et à la justice internationale. Elles constitueront également un exemple de partenariats mondiaux égaux, ouverts et coopératifs. Alors que les BRICS ont annoncé jeudi une expansion du bloc, Xi Jinping a salué un élargissement historique pour le groupe. Des milliers de personnes sont descendues lundi dans les rues de Madrid, la capitale espagnole, pour soutenir Jennifer Hermoso, la star de l'équipe féminine de football du pays, embrassée sur la bouche par le président de sa fédération. La justice espagnole a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle après ce baiser forcé. Tant la réponse sociale a été unanime, nous avons tous été unis. Ce n'est plus normalisé, le consentement est au centre, seul le oui est oui. Et grâce à l'élan du mouvement féministe de ces dernières années, nous sommes dans la rue pour dire seul le oui est oui et que les rues et les terrains sont aussi les nôtres. Les féministes sont amères alors que la championne du monde dit avoir été victime d'une agression faute de consentement de sa part. Jennifer Hermoso a 15 jours pour porter plainte. La question du mouvement féministe est si devant des millions de personnes, Rubiales avait la légitimité de donner un baiser à une footballeuse. Que se passe-t-il pendant les camps d'entraînement privés ou dans les champs de Huelga?
Luis Rubiales a été suspendu samedi de toute activité liée au football par la FIFA pour une durée de 90 jours. Les présidents des fédérations régionales de football de son pays ont demandé lundi sa démission.